Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors hier matin, c'est le géant du commerce en ligne, Amazon, qui a secoué le Québec. Et je te dirais qu'on en ressent encore les contre-coups aujourd'hui. Il y a eu tellement de réactions, notamment des réactions politiques, mais du monde syndical. Donc, rappelons que le géant Amazon a décidé de fermer ses 7 entrepôts du Grand Montréal, donc que ce soit Laval, Coteau-du-Lac, Longueuil et Lachine, et mettre à pied 1700 travailleurs. De la façon que Amazon justifie sa décision, parce que, bon, on n'accorde pas d'entrevue. On nous dit que essentiellement, bon, on veut aller avec un autre modèle d'affaires, ce qu'on appliquait déjà avant la pandémie, c'est-à-dire de sous-traiter la livraison à des entreprises d'ici. Et Amazon, dans une déclaration écrite à nos collègues du journal, a simplement dit là, que les employés affectés auront une indemnité jusqu'à 14 semaines de paye suivant la fermeture. La date qui circule pour la fin des activités serait le 8 février. Mais selon les informations de nos collègues du journal, ce ne seraient pas tous les employés qui bénéficieraient de cette indemnité-là. Maintenant, dans les réactions, probablement la réaction la plus vive qui est arrivée est venue de la CSN. Et il y avait donc la présidente de la CSN, Caroline Senneville, qui était en entrevue avec notre collègue hier soir du bilan, Paul Larocque. Et je vais vous lire sa citation. Elle dit, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'exploiter les gens comme ça et de les traiter comme des Kleenex. Quand on n'en a plus besoin, on les jette. Vous n'en avez pas assez d'argent. Même si vous dépensiez 10 millions par jour, vous n'arriveriez pas au bout de votre fortune. Aviez-vous vraiment besoin d'exploiter des gens partout sur la planète? Et Mario, toi, tu as reçu aussi à ton émission Mme Senneville, et elle refuse de faire l'addition suivante, c'est-à-dire il y a eu une tentative de syndicalisation dans un des entrepôts à Laval qui touchait à peu près 250 employés. Oui, c'est plus qu'une tentative. Il était syndiqué, mais il n'y avait pas encore la première convention. C'est ça, exact. Il était dans le processus de transition vers une première convention qui ne sera jamais signée, on le comprend maintenant. Et dans son esprit, la syndicalisation aurait pu aller quand même de pair avec les objectifs de performance d'Amazon. Alors elle, dans sa tête, ça ne passe pas du tout, là, cette décision-là. Mais c'est surtout que la CSN refuse de voir ça comme un échec. Puis la réponse, ils disent, en théorie, on a raison. C'est un droit fondamental, le droit de se syndiquer, puis tout ça. Fait qu'en théorie, puis quand elle l'explique, là, tu dis, c'est vrai, en théorie, ils ont raison sur toute la ligne. Puis une compagnie qui fait ça, c'est une gang de sauvages, des sans-cœurs. Puis on peut sortir, regarde, les qualificatifs, là, on peut en dire jusqu'à 9 heures. OK, t'avais raison, mais les jobs sont perdus, là. Fait que, c'est comme avoir raison en théorie. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe en pratique? L'entreprise a le droit de fermer. Si on a le droit de se syndiquer. Oui, l'entreprise a le droit de fermer. Fait que là, tu te dis, OK, la CSN refuse de voir ça comme toute forme d'échec ou d'erreur ou de mauvais jugement sur la situation. Mais, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu juges un arbre à ses fruits. Il faut que tu regardes le résultat de ce que ça a donné. Et ces gens-là qui pensaient se négocier une première convention, ils étaient partis pour la gloire. Ils voyaient le salaire d'entrée jour 1 là, d'un nouvel employé qui s'en va dans l'entrepôt, 26 $. C'était ça les demandes qu'ils s'apprêtaient à faire pour la première convention. Alors là, on est à peu près à quoi? Une vingtaine de dollars. Là, quelque chose comme ça. Ouais. Là, ils voyaient 26, puis là, tu montes après. Oui. Mais là, c'est 0. Moi, j'appelle ça un échec. Moi, si je suis la CSN, je juge ça comme un échec. Tu as le droit après ça de te dire c'est un échec parce que cette compagnie-là, c'est des 100 cas. Après ça, une fois que tu as dit tous les qualificatifs contre Amazon, est-ce que quelqu'un pense vraiment que Amazon ne fera plus de vente au Québec? Que tous les Québécois vont boycotter Amazon? Leurs affaires au Québec vont s'effondrer? C'est le chiffre d'affaires. Tout le monde dit ça. Hier, sur le texto 187 Cube Radio, il y en a beaucoup qui disaient nous, on se désabonne d'Amazon. Il va en avoir. Mais en même temps, on regarde le chiffre d'affaires puis ça ne correspond pas aux réponses des textos. Non. Puis l'autre affaire, c'est les gens qui disent se désabonner. Parce que souvent, les campagnes de boycottage, ça marche un petit peu. Là. Tu sais, genre pendant que c'est dans l'actualité puis qu'on en parle aux nouvelles puis tout ça, là, quelques jours, mettons, puis là, ça tient. Mettons les gens qui se désabonnent de Prime, peut-être, quelques-uns pendant. Mais au mois d'avril, là, ils vont arriver puis ils vont avoir besoin d'un fil parce que là, ils le trouvent pas dans le quincaillerie. Ils le trouvent pas. Ils vont le commander sur Amazon. C'est comme, à mon avis, c'est plate, mais c'est écrit dans le ciel que c'est ça qui va arriver. Là. Mais si les employés ont voulu syndiquer, est-ce qu'on peut penser que les conditions étaient soumises chez Amazon? Regarde, ceux qui disent que les conditions, j'ai vu la phrase, ils sont plus préoccupés par la rentabilité que par le sort des humains. Mais
C'est une évidence, c'est sûr. Mais en même temps, il y a des milliers d'employés, des milliers d'employés dans le monde, puis quand ils ouvrent des postes, là, je veux dire, ils ouvrent 100 postes puis ils ont 500 CV. Là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à aller travailler là. Et souvenez-vous, il y avait notre collègue du journal, Dominique Cambron-Goulet, qui avait fait l'expérience où il était allé travailler 6 semaines chez Amazon. Et dans le journal, ce matin, on nous rappelle son expérience. Par exemple, classer un article toutes les 10 secondes, emballer 67 colis à l'heure, 10 heures de travail par jour. Et lui avait capoté sur le fait que tu es surveillé sur ta productivité. Ben oui, tout à fait. Non, c'est ça. Tu es filmé en tout temps. Il y a des caméras de surveillance. Il y a des statistiques par employé. Là. Combien à l'heure, t'as les noms, là, puis combien à l'heure ils en ont fait. Mais il y a un côté de moi qui trouve ça, je comprends la pression. Puis il y a un côté de moi qui dit pourquoi on n'instaure pas ça dans les hôpitaux puis dans le système de santé? Nous, on avait ça dans les boutiques de chaussures. Je travaillais dans une boutique de chaussures. On avait le compteur trafic, donc qui comptait les gens qui rentrent et qui sortent. Donc, ça te permettait de savoir tu factures combien de clients. Puis on avait des items. 12,5 des ventes, c'était des sacs à main. 3,5 des ventes, c'était des produits. Puis mais est-ce que tu avais les statistiques par vendeuse ou par vendeur? Oui, parce que tu avais des numéros. À chaque fois que tu vendais, tu rentrais ton numéro d'employé. T'étais-tu une bonne vendeuse? Moi, j'étais dans le club élite. Là. Ah oui? Moi, je voyais ça comme si ma vie en dépendait. Excusez-nous. C'est drôle qu'on n'ait pas surpris. Moi, c'est comme si ma vie en dépendait, là. C'était ça. Il y a toute la question aussi, parallèlement à tout ça, de est-ce qu'Amazon aura été un bon citoyen corporatif ou au contraire, on a pris tout ce qu'on a pu prendre, notamment sur la question du lobbyisme. Et on apprend aussi dans un article ce matin dans le journal que les lobbyistes d'Amazon ont multiplié les démarches auprès des décideurs publics. En fait, au Québec, ils ont cogné à la porte de 47 institutions pour obtenir des contrats, parler d'expansion. Puis on parle d'Hydro-Québec, là, du Centre d'acquisition gouvernementale, d'Investissement Québec. Puis au fédéral, il y aurait une 50aine de ministères et d'organismes qui ont été approchés par des lobbyistes. Dans les propos de la présidente de la CSN, puis je parle peut-être le public n'est pas conscient de ça. Si vous regardez les finances d'Amazon, la compagnie, le commerce de détail, puis peut-être vous allez tomber en bas de votre chaise en entendant ça, mais le commerce de détail, parce qu'on dit les géants sont gros, c'est même plus leur principal poste de rentabilité. Parce que ils font de l'argent à cause du volume. Ils vendent tellement, mais les marges, quand on dit ils font des milliards, mais les marges sur le commerce de détail sont minimes quand même. Sont très... Ce qui est payant, c'est la publicité Amazon. Ça, ils font de l'argent avec ça. Mais ce qui est plus payant, qui est complètement d'autre chose, c'est le Amazon Web Service, AWS, qui est l'info nuagique, là, les clouds. Et c'est là que le gouvernement du Québec fait affaire avec Amazon. Mais pas... Oui, il y a des achats là, d'un ministère. Ils appellent, tu sais, je veux dire, un ministère ou un bureau ou un CLSC ou n'importe quoi a besoin de papeterie. On commande sur Amazon. Mais le vrai argent, les vrais gros contrats, c'est Amazon Web Service. Puis ça, on fait affaire avec Amazon parce que il y a quelques joueurs dans l'info nuagique, mais c'est tous des géants. C'est tous les géants. Là. Si tu fais pas affaire avec eux, tu vas faire affaire avec Google, tu vas faire affaire avec des géants du genre. Et présentement, je pense que c'est quasiment un tiers du marché là, qui appartient à Amazon. Et ça, pour Amazon, ça, c'est du cash. Ça, c'est payant. Alors, est-ce que le gouvernement du Québec pourrait boycotter? Mais là, une fois que tu as mis tes affaires dans leur info nuagique puis tout ça, est-ce que tu vas te retirer de ça? C'est une autre affaire, c'est un autre département. Mais Amazon, c'est plus que du commerce de détail là, en 2025. Puis les gens aujourd'hui, les actionnaires qui achètent des actions d'Amazon, ils l'achètent pour la profitabilité d'Amazon Web Service, bien plus que pour le commerce en ligne. Alors que c'est sûr que nous, le consommateur moyen, ce qu'on voit, c'est le commerce en ligne, tout le monde achète. Les camions qui se promènent dans mon quartier, Amazon. Mais aussi fou que ça puisse paraître, ça, c'est même plus leur plus gros poste de profitabilité. Il y a François Legault qui, hier matin, est passé devant les journalistes. Comme il le fait souvent, il veut pas... il voulait parler aux journalistes plus tard en journée, mais le matin, il voulait pas leur parler tout de suite. Prépare une petite joke. Mais là, ça a foiré, là. Oui, là, la joke lui est revenue en pleine face. Autant où il s'est repris en après-midi lorsqu'il a rencontré la presse, a présenté une réaction un peu plus appropriée, mais ça a fait tellement réagir à savoir est-ce que le premier ministre a manqué de sensibilité lorsqu'il a été questionné par notre collègue Alain Laforêt sur cette décision d'Amazon de fermer ses 7 entrepôts puis de licencier 1700 personnes. Et là, le premier ministre badine en disant le Canadien a gagné, j'ai pas bu de jus d'orange ce matin. Mais tu comprends que c'est ces deux blagues qui étaient toutes prêtes? Oui.
et qui n'a pas su s'adapter en entendant la question, en disant, OK, si on me questionnait sur Trump, 1001 sujets d'actualité, ma joke est appropriée. Mais là, je réagis à une nouvelle de dernière minute, parce que la nouvelle, elle venait de tomber, mais sur 1700 personnes qui perdent leur emploi. Là, il n'y a plus de joke. Tu te contentes de dire, je vais vous parler. Je comprends qu'il ne veuille pas faire un point. Parce que le problème, c'est quand il se promène dans un lieu public comme ça, s'il parle aux journalistes à chaque fois qu'il passe un corridor, il va faire 7 points de presse dans la journée. Alors, je comprends qu'ils disent, je vous parle plus tard, il y a un point de presse prévu à l'horaire. Mais là, une fois qu'il y a 1700 jobs, il y a eu un manque de réflexe, un manque de réaction vive, là, de dire, je remballe mes petites jokes bien préparées. On va y faire une autre fois. Je les remballe pour une autre fois. Il est 3 heures, on ferme. Ouais, je les remballe pour une autre fois, puis je me contente. Ça écoute, quand l'extrait joue en boucle à tous les postes, ça... C'est juste ça qu'on retient plutôt que le point de presse d'après. Ça passait mal. Ça montrait... Je pense pas que ce soit un réel manque de sensibilité, parce que je pense qu'au fond de lui, il ne doit pas trouver ça drôle que les gens perdent leur emploi. Mais, oh là là... Ça donne pas une bonne image. Oh là là, quel manque de réflexe politique. Bon, on est toujours dans les représailles sur le tarif de 25% de Donald Trump. On fouille. Les gens nous écrivent, c'est fou, là, tout le monde dans la population essaye. Moi, les Américains, je leur ferais ci, ou Trump, je ferais ça. Tout le monde a sa suggestion. Oui, parce que hier, il faut comprendre, puis on vous en parlait aussi, il y avait une rencontre entre M. Trudeau et les premiers ministres des différentes provinces et territoires, une rencontre virtuelle. Alors, après ça, c'est à ce moment-là que M. Legault a rencontré la presse et il a appelé les Québécois à serrer les coudes en disant très, très clair là, que ça va brasser dans les prochains mois. Et là, on est en train de regarder, tout est sur la table. Et là, hier, on discutait, là, on échangeait. Est-ce qu'on va taxer davantage le sirop d'érable? Est-ce qu'on va appeler à un boycott des snowbirds? Et par rapport au sirop d'érable, c'était quand même bien amené, je trouvais, de la part de M. Legault, en disant, ils peuvent bien essayer d'en faire en Floride. M. Trump, ça ne marchera pas. Ils en font un peu dans le nord des États-Unis. Un peu au Vermont. Mais là, vous aurez le choix, là, soit payer 25% de plus pour votre sirop d'érable ou en manger du pas bon. Sirop de poteau. Sirop de, à vos risques et périls, le sirop de poteau. Et périls. Alors, on sent qu'on est un peu en attente de la date du 1er février, de quelle façon ça va se concrétiser, cette menace-là. M. Trump, il a fait allusion, mais n'a pas signé nécessairement de décret pour aller en ce sens-là. Non. Puis, c'était quand même... approximatif. Là. Il n'a pas dit ce sera. Hein. Il dit on envisage, on pense. Je pense que ce sera le. Ouais. Fait que à suivre comment tout ça. Mais c'est vraiment ça aura été là, dans le dernier mois le jeu de tout le monde, là, de tous les élus. Puis je le disais, tout ça, même la population, c'est comment on pourrait répliquer aux Américains. Là, ça aurait été la question à 1000$ du dernier mois. Il y a une mosaïque à l'Hôtel de Ville de Québec qui s'est retrouvée au cœur de l'actualité. Et si vous avez regardé le film Testament de Denis Arcand, on vit exactement la même chose. Ils ont décidé temporairement à l'Hôtel de Ville de Québec de cacher une œuvre historique en disant qu'elle pouvait être offensante. Donc, on voit un chef autochtone agenouillé devant Champlain. Puis ce qu'on dit, c'est à l'époque, il se serait jamais agenouillé parce qu'il le voyait comme un égal. Donc, ils disent que ça pourrait offenser certaines communautés. Ce qu'on dit aussi, c'est que même dans l'accoutrement... Mais les communautés, je voyais les Hurons-Wendat, le chef Picard, qui disait, nous, on n'a rien demandé. Là. On n'a pas demandé ça, là. Mais c'est le maire Marchand qui a comme pris les devants. Là. Je fais une citation. Je ne peux pas parler au nom des Premières Nations, mais je ne serais pas surpris que cette mosaïque soit considérée comme offensante pour certaines personnes autochtones. Je ne peux pas parler au nom des Premières Nations. C'est un peu ça que tu fais quand même, là. Ça me quand même flabbergasté, si je peux me permettre l'expression. Et je trouve qu'on est exactement dans le film de Denis Arcand où, oui, c'est des œuvres du passé. Il y a peut-être des choses qu'on ferait différemment aujourd'hui, mais plutôt que Denis Arcand, ce qu'il suggérait en entrevue, c'est de le placer dans un musée, par exemple, qu'on puisse l'analyser. Là, on décide de le cacher temporairement. Mais c'est grave de supprimer le patrimoine comme ça. De cacher l'art, ouais. Donc, l'artiste est choqué, bien évidemment. Je trouve qu'on regarde l'œuvre avec nos yeux 2025, alors que ça a été fait dans un autre contexte, dans une autre époque. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas inexactes dans l'histoire, mais il y en a qui disaient, OK... parce que même, ils disent que l'habit des Premières Nations, ça serait des Premières Nations plus de l'Ouest canadien que du Québec.
Donc, Giovanni Gerometta, c'est l'artiste de Beaupré qui est choqué. Puis je le comprends. Puis il faut faire attention, je trouve, à ça parce qu'on finit par éliminer le passé. Puis il y en a qui disaient, écoute, on va enlever tout ce qu'il y a dans les églises. Au Vatican, on va enlever la moitié des affaires. Là, je veux dire, des problèmes parfois historiques ou un regard qui est peut-être erroné parce que c'est une perception d'un artiste. Ça arrive, là, c'est de l'art. Fait que je pense qu'il faudrait faire attention à pas cacher ça. Les musées, c'est une bonne occasion peut-être de le déplacer, mais de le cacher. Honnêtement, je trouvais qu'on vivait Testament de Denis Arcand. C'est comme la fiction à rattraper la réalité. Rattrape la réalité. Finalement, le Canadien joue ce soir. Oui, ce soir, contre les Red Wings de Détroit. Ce sera le 800e match de Brendan Gallagher. Et dans la course aux séries éliminatoires, on surveille un peu toujours... c'est anal, parce que de la minute qu'il y a un soir qu'on joue pas, quelqu'un doit rattraper. Ben oui, puis ça a été le cas notamment, hier, les Blue Jackets de Columbus ont signé une victoire de 5-1 contre les Leafs de Toronto. Si bien qu'au classement, là, les Blue Jackets sont 7e, 1 point devant les Sénateurs d'Ottawa, qui sont maintenant 8e, devant le Canadien. Et le Canadien est 9e, à 52 points, à égalité avec les Bruins, qui sont 10e. C'est tellement serré. Et un petit mot pour vous dire que, oui, si le Canadien a fait une belle remontée, notamment... Mais ça nous ramène à ce qu'on se disait la semaine passée. C'est que là, le Canadien gagne tout le temps, fait qu'il reste, tu sais, dans... Dès qu'ils jouent, il gagne, ça fait 2 points. Ils reviennent 7e ou 8e. Oui. Mais mettons une séquence de 4 défaites, là. Ah, ben là, ça ferait très mal. Et tu glisses vite dans un classement comme celui-là. Ben oui. Mais on se souviendra dans le dernier match, la remontée du Canadien après avoir tiré de l'arrière 2-0. On dirait que ça l'a inspiré le club école du Canadien parce que c'est exactement ce qui est arrivé hier dans le match entre le Rocket de Laval et les Bears d'Hershey. Le Rocket tirait de l'arrière 2-0 après 40 minutes de jeu, mais finalement a marqué 2 buts en 1 minute 5 secondes pour finalement remporter le match 3-2 contre les Bears.